Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Urgence économique. Alors, dans un contexte d'inflation généralisée, dont souffrent autant les particuliers que les entreprises, il y a un secteur en particulier qui souffre grandement de l'impact de l'augmentation des prix à l'international. Il s'agit du secteur de l'immobilier. Alors, on parle de renchérissement du prix des matières premières, on parle également de rupture de stock au niveau de certaines matières et d'une augmentation du coût final lors de la mise en vente des biens immobiliers. Mais de l'autre côté, on a également la demande qui se contracte. Et en même temps, on nous parle d'une éventuelle augmentation du taux directeur par Banque Maghreb qui va renchérir le coût du crédit. Et donc, peut-on qualifier le secteur de l'immobilier comme un secteur en crise? Comment les arbitrages devront se faire pour les particuliers? Faut-il acheter maintenant ou plutôt vendre ou plutôt attendre un moment plus opportun? Et comment le secteur pourrait sortir du marasme dans lequel il se trouve actuellement? Éventuellement, comment l'État peut aider à y arriver? Donc pour en parler, on vous retrouve immédiatement après le générique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Amin Messi. Amin Messi, bonjour. Bonsoir, Chachi. Alors, vous êtes fondateur de Repensimo.com et vous êtes également journaliste spécialisé dans le domaine de l'immobilier. Alors, premièrement, un état des lieux. Pourriez-vous nous tracer les grandes lignes des problématiques que rencontre le secteur de l'immobilier, autant du point de vue de l'offre des promoteurs que de la demande des acheteurs? Au jour d'aujourd'hui, la situation pour l'immobilier n'est pas reluisante. Si l'on prend pour base les chiffres de Banque Maghreb et de la conservation foncière, les chiffres sont au rouge. C'est-à-dire qu'il y a une baisse à la fois des transactions et des prix des actifs immobiliers. Et parfois cette baisse... Donc il y a une baisse des prix des biens immobiliers à la vente. Exactement, il y a une baisse relative des prix par rapport au trimestre précédent parce que cet indice est trimestriel. Donc c'est un indicateur qui est fort parce que même quand il y a eu baisse des prix, ça n'a pas eu un impact sur le niveau des transactions. Les transactions ont continué à baisser et même des baisses à 2 chiffres, ce qui est quand même important. Ensuite, effectivement, nous sommes dans un contexte de crise internationale. Cette crise qui a débuté sur le plan géopolitique en Ukraine a un impact également sur nous, notamment en matière de renchérissement. Mais ce renchérissement des matériaux de construction ne date pas de la crise qui, elle, est autour du mois de février, mais bien avant, puisqu'on a assisté à une hausse qui est datée vers la fin de l'année 2021 et ce qui coïncide à une reprise de l'activité économique après le Covid. Tout à fait, une reprise de l'activité économique post-Covid. Et donc, si vous voulez, il y a eu une demande mondiale très très importante, ce qui a eu un effet direct sur les matières premières, sachant que l'inflation dont vous avez parlé dans votre introduction est en grande partie importée. Oui. Alors, cette inflation, effectivement, a un impact direct sur notre production nationale, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de matériaux de construction, que ce soit pour les grosses œuvres que pour les finitions, ont subi des hausses parfois de 2, même voire 3 chiffres, ce qui est très important. Alors, il y a renchérissement et également pénurie de certains produits. Alors, on parle de tout ce qui est verre, qui est importé. Alors, par rapport à tout ce qui est importé, il y a également un point important, c'est celui de la chaîne logistique qui a été très fortement sollicité. Et donc, le prix il y a eu des surcoûts. Il y a eu des surcoûts très importants, ajoutés à la crise énergétique qui a fait augmenter également le coût des transports, les coûts de fabrication. Aujourd'hui, on en est rendu à des coûts de production bien plus élevés qu'il y a une année, par exemple. Et ça a causé, de façon quasi mécanique, parce que aujourd'hui, vous avez pénurie et hausse, sauf pour certains produits qui aujourd'hui on assiste à une baisse, mais tout à fait relative par rapport au rond à béton. Mais tout ce qui est briques rouges, fer, bois d'œuvre, ciment, tout ça a connu une envolée très importante. Donc la production locale ne suffit pas à couvrir les besoins du secteur et donc on importe l'essentiel des matières premières. On importe l'essentiel, mais il y a certains matériaux de construction qui sont fabriqués au Maroc, comme la brique rouge, comme le ciment, et qui ont connu également une hausse très importante
Maintenant, la question c'est, est-ce que cette hausse est imputée uniquement à la hausse du coût de l'énergie? Parce que, par donc exemple, du transport. Oui, ou du transport. Par exemple, pour le ciment qui est énergivore, on peut imputer aussi une partie. Mais aujourd'hui, il y a un grand débat par rapport à cette hausse. Est-ce que cette hausse est justifiée ou non? Peut-être c'est juste un alignement par rapport à la hausse générale qui permet de se fondre dans la hausse générale, mais qui permet de dégager une marge de profit peut-être. Voilà, alors la grande question, parce qu'aujourd'hui, vous avez les professionnels qui sont montés au créneau, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, qui a saisi le Conseil de la concurrence. Pour aller vérifier. Pour aller vérifier, parce qu'aujourd'hui, on peut accuser sans preuve, c'est très facile, mais aujourd'hui, il y a un faisceau quand même d'indices qui font qu'aujourd'hui, tout n'est pas imputable au coût du transport qui a augmenté, au coût de l'énergie et à la hausse des matières premières à l'international. Même le coût du transport, je veux bien, mais le coût de l'énergie, je veux dire, elle est produite au Maroc, cette énergie-là. Et je n'ai pas vu particulièrement une augmentation des tarifs de l'électricité, même pour l'industrie. Enfin, ça dépend si on fait fonctionner ça, des turbines au fioul, au gaz ou... Donc vous parlez de production endogène d'électricité pour l'usine et pas d'achat auprès... C'est d'accord. Donc tout ceci, aujourd'hui, est saisi par le Conseil de la concurrence parce qu'il faut vraiment aller voir ces chiffres dans le détail pour ne pas... parce qu'aujourd'hui, on soupçonne des lobbies, on soupçonne... Des ententes, et vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il y a crise ou guerre dans le monde, c'est l'humanité qui veut ça, il y a des gens qui en profitent, comme on dit, l'occasion fait le larron. Vous avez des gens qui vont aller créer la pénurie pour qu'il y ait justement hausse. Et comme nous sommes dans un marché qui est libre, où c'est l'offre et la demande qui fixent les prix, c'est très difficile d'imputer ça à tel ou tel acteur. Donc aujourd'hui, le Conseil de la concurrence va se pencher sur ces chiffres parce que quand on prend ces chiffres, effectivement, on trouve des hausses vertigineuses pour certains matériaux et on se dit, est-ce que tout est à imputer au verre importé de Turquie qui a pris 200% d'augmentation et également qui est en pénurie ou il y a des ententes quelque part. Et donc, bon, je voudrais pas... Bizarrement, normalement, ça devrait produire l'effet contraire dans le cas de la Turquie. Parce qu'il y a quand même une dépréciation majeure de la lire turque, ce qui fait que normalement le prix exprimé en devise, en dollars ou en euros, parce qu'on paye en dollars ou en euros ce qu'on importe, devrait permettre d'acheter moins cher ce qui est produit en Turquie. Effectivement, il devrait, mais maintenant il y a même des pénuries, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, il y a pour certains diamètres de verre, il est difficile d'avoir aujourd'hui la disponibilité. Donc il y a la rareté. La rareté et la cherté. Également pour l'aluminium. Donc vraiment, il y a un tas de facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a un grand point d'interrogation qui se pose sur ce secteur, sachant que c'est un secteur, je dirais, extrêmement important, névralgique dans l'économie nationale. Parce qu'il y a une vraie crise du logement au Maroc. On n'en parle pas souvent en tant que tel, mais il y a des gens qui ne peuvent pas accéder en raison du pouvoir d'achat. Parce que peut-être même qu'on peut parler d'une logique de correction de marché. Que quand même l'immobilier, bien avant la crise, coûte trop cher par rapport au pouvoir d'achat des Marocains. Vous avez raison de souligner ce point qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, on parle souvent que ce n'est pas une crise de l'immobilier, c'est une crise du pouvoir d'achat. Les gens n'ont pas la capacité d'acheter à 20, 25, 30 000 dirhams le mètre carré. Et parce que même à 15 000 pour quelqu'un de la classe moyenne doit prendre un crédit de 25 ans. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pendant 10 ans un programme qui est celui du logement social, donc à 250 000 dirhams, qui a produit les effets, puisque beaucoup de gens ont pu se loger à 250 000 dirhams, avoir un appartement de 50 mètres carrés environ, sachant que le prix est plafonné à 250 000 dirhams. Ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la cherté des matières premières pose le problème de la viabilité de ce type de produit. Parce que autant pour le logement moyen standing, haut standing, où le prix est libre, autant pour celui-ci, il est encadré. Et donc, ils ne vont pas produire et vendre à perte. Ils peuvent se retirer peut-être éventuellement. Voilà, ils peuvent se retirer. D'où, aujourd'hui, nous assistons à certains acteurs qui ont soit réduit la cadence de production, soit qui sont à l'arrêt. C'est quelque chose qui est réel aujourd'hui sur plusieurs chantiers. Bon, c'est vrai que nous sommes à quelques semaines de Eid el-Kibir et généralement, pendant cette période, les chantiers se vident, les ouvriers partent dans les régions d'où ils sont originaires. Ça, c'est une tradition au Maroc. Donc c'est pas représentatif. C'est pas vraiment représentatif, mais disons que avant, il y a déjà depuis 1 mois, 2 mois, la sonnette d'alarme est tirée et on assiste à une réduction de la cadence, de la voilure. Les gens qui devaient faire 2-3 tranches se concentrent sur une parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Sachant que la hausse
dont on parle aujourd'hui et le renchérissement des actifs, on ne le vit pas tout de suite parce qu'il faut compter 1 an à 1 an et demi pour avoir ces produits sur le marché. Donc les gens qui ont démarré des chantiers en janvier 2022, c'est des choses qui vont arriver sur le marché dans 1 an. D'accord ? Dans 1 an. Maintenant, c'est vrai que les coûts de production sont déjà intégrés, hormis pour le logement social où l'équation s'avère compliquée parce qu'à 250 000 dirhams, la marge, on peut baisser une marge, mais on ne peut pas vendre à perte, comme vous l'avez dit. Pour tous les autres produits, je veux dire, personne ne connaît encore l'ampleur de cette crise, jusqu'où elle va aller. Donc, il y a toujours un décalage temporel. Donc, si j'ai bien compris, au fait, quand j'achète aujourd'hui un bien immobilier, dans le prix que je vais payer, ce prix il intègre l'inflation d'il y a 1 an et demi, au moment où la construction a commencé. Alors, quelqu'un qui a démarré son chantier en janvier, il a déjà subi la hausse, il a acheté avec la hausse. Sauf que cette hausse n'est pas... répercutée maintenant. Non, elle n'est pas elle est évolutive. C'est-à-dire que je démarre par les grosses œuvres, je finis par les finitions. Au fur et à mesure de mon projet, au fur et à mesure de mes travaux, il y a certains produits qui continuent à augmenter. D'accord, donc si je vends sur plan, si je suis aujourd'hui un promoteur et je vends sur plan, je suis obligé de vendre à un prix. C'est comme le contrat à terme. C'est-à-dire on se met d'accord sur le prix du blé maintenant que vous allez me livrer dans 1 an. Oui. Après, dans 1 an, peut-être qu'il coûtera plus cher, mais vous serez obligé de le vendre à ce prix. Peut-être qu'il coûtera moins cher, vous serez obligé. Et donc le risque est partagé. Oui, le risque est partagé, mais généralement, vu aujourd'hui... En temps normal, je veux dire. En temps normal, mais vu comment les choses se profilent, je vois mal comment est-ce que les prix peuvent baisser. S'ils ne restent pas à ce niveau, ils vont continuer à augmenter. Parce qu'aujourd'hui, tous les jours, on remarque et on constate sur les marchés internationaux que les prix continuent à augmenter. Les perspectives de crise ukrainienne, on ne les voit pas. Il n'y a pas de sortie de crise. Et donc, bon. Donc, une question technique, peut-être même un peu risquée. Pourriez-vous dire si acheter aujourd'hui un appartement sur plan est risqué ? Alors, que le risque de ne pas pouvoir se faire livrer parce que le promoteur peut-être était de bonne foi, mais vu l'augmentation des prix 6 mois plus tard, il ne peut plus honorer le chantier et le prix. C'est une bonne question. Maintenant, c'est vrai que si vous achetez aujourd'hui sur plan, d'abord, il faudrait que le prix soit figé. Même si le promoteur qui construit n'est pas sûr de maîtriser ses coûts sur une durée de minimum 12 mois. Mais au fait, dans le prix sur plan, le prix initial, au fait, il devra incorporer l'incertitude. Mais sachant que quand vous achetez sur plan, c'est toujours un prix promotionnel. Parce qu'il y a une prime de risque. Oui. Vous achetez quelque chose qui n'est pas construit. Oui. En général, les gens, pourquoi ils achètent sur plan ? C'est parce que c'est un peu moins cher qu'une fois que ça sera fini. Et donc, il y a toujours un intérêt de 10, 15, 20% à acheter sur plan. Mais là, maintenant, compte tenu de ce risque, je pense qu'il faut effectivement l'anticiper et prévoir des clauses suspensives. Parce que personne n'est à l'abri. Pour protéger les deux, d'ailleurs. Pour protéger les deux. Et il faut penser à des clauses suspensives qui prévoient, on ne sait jamais, une impossibilité et il faut se voir restituer des avances qu'on a données. Mais je dirais ça, c'est en toute bonne foi. Ou peut-être les assurances ont un rôle à jouer là-dedans. Alors les assurances, d'assurer le promoteur par rapport aux ventes sur plan, au cas où jamais il y a... Alors la vente sur plan, elle est régie par un texte de loi qui est celui de la VEFA, qui est ce qu'il est, qui est rigide, mais qui n'est pas inapplicable, parce qu'il est appliqué par certains promoteurs. Et effectivement, si vous voulez, c'est avance contre caution. Donc si vous voulez, les parties sont protégées. Après, effectivement, si c'est une vente dans les règles de l'art de la VEFA, les gens sont protégés. Et ça j'encouragerais à acheter dans le contexte actuel, dans le strict respect de la vente en état, de la loi sur la vente en état futur d'achèvement. Parce qu'il y a beaucoup d'à peu près. Les gens s'accommodent. Normalement, il y a un pourcentage à donner. Ensuite, on paye graduellement en fonction de l'avancement des travaux, ce qui permet de sécuriser et l'un et l'autre. Mais le problème, c'est que si jamais ce que doit payer l'acheteur pour faire évoluer la construction ne suffit pas, parce qu'il y a une telle augmentation des prix. C'est vrai. D'accord, vous avez eu une augmentation, mais vous n'avez pas acheté une moitié des ventes. C'est vrai, mais ça, c'est un Donc peut-être que l'assurance peut entrer en jeu pour assurer le promoteur. Il paye une assurance en échange et le garantit. Peut-être, c'est une piste également à explorer, l'assurance.
Mais je dirais qu'il faudrait que les promoteurs soient de très bons stratèges en ce moment, parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent faire des produits qui collent exactement à la demande. On ne peut pas faire d'à peu près, on ne peut pas se permettre de se louper maintenant. Et il faut vraiment produire ce qui est vendable en termes de prix, en termes de superficie, en termes de localisation. Il n'y a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se permettre de faire des projets, bon, on va dire, et on se dit ça va, la conjoncture va attraper les choses. Garder en stock et on voilà, finira toujours par stock. les vendre. Maintenant, pour revenir, parce que vous avez parlé de stock, aujourd'hui, il y a peut-être des opportunités à saisir. Parce que ce qui a été produit et qui est livrable aujourd'hui a été produit avant la hausse. Donc il vaut mieux l'acheter maintenant. Donc il vaut mieux l'acheter, parce que vous avez posé la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter? Oui, il faut acheter aujourd'hui. C'est le bon moment pour acheter. Quelqu'un qui est un promoteur qui doit déstocker, qui a intérêt également à faire des encaissements, parce que la conjoncture n'est pas facile, je pense que c'est un bon moment de rentrer en négociation. Après là, c'est toute la logique du promoteur, ça dépend de chacun. Par exemple, je suis promoteur, j'ai construit un bien immobilier il y a 1 an et demi, je veux le vendre maintenant, je l'ai en stock. Alors est-ce que je vais le vendre en fonction de ce qu'il m'a coûté plus une marge bénéficiaire normale? Et donc effectivement, je vais trouver des acheteurs parce qu'il a été construit avec une inflation d'il y a 1 an et demi qui est inférieure à celle actuelle. Ou bien je dis non, on est dans une économie libérale, je vais la vendre au prix du marché actuel. Peu importe ce qu'il m'a coûté. Effectivement, bien sûr. Donc là, le côté stratège, vous avez parfaitement raison. Soit c'est un stratège qui ne fait pas le jeu de dupe, de je vais vendre au prix actuel, mais je veux me débarrasser rapidement des stocks, donc je vais le vendre au vrai prix. Alors, il y a une nuance près, c'est qu'en général, un promoteur qui garde en stock après 1 an et demi ou 2 ans ou 3 ans des unités, c'est que ce n'est pas les meilleures unités. Donc, soit il n'y a pas une très bonne orientation au soleil, soit la vue n'est pas magnifique, etc. Donc, en général, ce qu'on garde, ce n'est pas les meilleurs. Les meilleurs partent au début, vous les vendez. Après, ce qui reste, c'est les appartements, les biens qui ne sont pas au top. Donc, je pense qu'il y a un moyen de trouver un juste milieu entre je liquide, je renfloue ma trésorerie, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est très tendu, même au niveau crédit, même au niveau... Aujourd'hui, l'intérêt... Vous savez, la baisse des prix qu'on a constatée à travers les indices, c'est aussi des promoteurs qui ont voulu déstocker et qui ont baissé. Ils préfèrent faire tourner leur stock qu'aller emprunter et payer des taux d'intérêt. Donc, quitte à vendre peut-être à prix coûtant des biens, ou vendre avec peut-être une petite perte, liquider et réinvestir cet argent, payer leurs dettes, etc. Parce que, comme je vous dis, la situation est très tendue. Alors vous dites que c'est le bon moment d'acheter pour les particuliers, d'accord? Parce qu'ils vont acheter des biens qui ont été produits par une inflation inférieure à celle qui va être impactée dans 1 an et demi. Mais j'ai une question, est-ce peut-être également le bon moment aujourd'hui pour les promoteurs? Alors c'est un peu plus compliqué pour le promoteur parce que le crédit aujourd'hui immobilier, quand on voit le taux effectif global, si on fait un comparatif des banques, il gravite entre 4,2 et 4,4%. Et il est probable que la Banque centrale, pour des raisons probablement peut-être davantage politiques et économiques, pour rassurer les gens, va augmenter son taux directeur, à l'instar de la Fed et d'autres banques qui ont cherché à lutter contre l'inflation. Même si vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une inflation emportée, donc ça ne sert à rien d'augmenter le taux directeur, ça va juste étouffer la demande davantage. Mais ça peut avoir lieu. Et les promoteurs qui construisent à crédit, ne serait-il pas plus intéressant pour eux de prendre des crédits, de contracter des crédits maintenant au taux actuel, quitte à subir le surcoût au niveau des matières premières, plutôt que de le faire dans 6 mois quand il y aura une augmentation du taux directeur, en ayant à gérer et les surcoûts des matières premières et un taux plus important? D'abord, il faudrait qu'ils aient accès effectivement à ce crédit. Alors, les banques, le comportement, comment il a évolué par rapport au marché de l'immobilier? Aujourd'hui, compte tenu des perspectives, des chiffres, aujourd'hui, pour prêter de l'argent à un promoteur, il faut qu'il ait déjà un bon carnet de réservation, qu'il ait vraiment une visibilité sur la commercialisation. En ce sens-là, la banque ne va pas prêter comme ça alors que les perspectives ne sont pas roses. Donc déjà, l'accès au crédit pour les promoteurs est compliqué. Donc, et les acheteurs? Pour les acheteurs également. Le robinet à crédit, c'est tari. Ce qu'on a connu en 2008, 2009, 2007, 2008, jusqu'à 2010, ce n'est plus, et je dirais que c'est presque normal parce que, bon, d'abord, nous sortons de 2 ans et demi de Covid qui ont extrêmement impacté l'économie nationale. Les banques ont fait ce qu'elles avaient à faire. Il y a eu beaucoup de problèmes de trésorerie, d'impayés également. Et puis bon...
Mais également des profits très intéressants pour Il y a les aussi banques quand même. Tout à fait, mais ce n'est pas toujours tiré de l'immobilier. Vous Oui, savez, oui, bien sûr. Mais l'immobilier est une part quand même importante des crédits l'immobilier est octroyés. une part pas seulement importante, mais trop importante. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'encours global des crédits alloués à l'économie, c'est 1 milliard, c'est 1000 milliards de dirhams. C'est énorme. Et le tiers est alloué au BTP. Mmh. Ça veut dire que près de 30% des crédits alloués à l'économie nationale vont au BTP, à l'immobilier. C'est Donc énorme. après, il y a les crédits conso, il y a les bons du trésor que les banques Ça, achètent, il y a d'autres. Mais quand je dis 30%, Un tiers. c'est énorme. Ça veut dire que le tiers aujourd'hui, ça veut dire que c'est un secteur qui est extrêmement exposé. Le danger d'une crise immobilière fait peser un risque systémique sur les banques également. Bien sûr, sur les banques. Et donc les banques n'ont pas intérêt à laisser les secteurs entrer en faillite. C'est-à-dire que C'est un compromis qu'il faut trouver. Je te tiens, tu me tiens. Exactement. Par la bichette. Ouais. Vous connaissez l'adage. Quand la banque vous prête 10 000 dirhams, vous ne payez pas, vous avez un problème. Mais quand elle vous prête 1 milliard dirhams, c'est elle qui a un problème. Exactement. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de suivre, mais on ne peut pas suivre aveuglément parce que, vous savez, dans toute crise, il y a du bon et du mauvais. Il y a un écrémage. Ce qui va rester, c'est les meilleurs. En termes de savoir-faire, en termes de sérieux, en termes de qualité. Je parle de la promotion. Oui. Et donc, finalement, il va y avoir un écrémage. Et ce qui va rester, ce seront les meilleurs, ceux qui auront eu de bons process, une bonne gestion rigoureuse, qui tiennent leurs délais. Ce qui n'est pas facile dans ce pays de tenir ces délais quand on produit des logements. Mais ces gens-là, enfin ces promoteurs-là, les banques les connaissent. Elles peuvent également s'appuyer sur ce noyau qui a de très fortes chances de survivre pour éviter l'effondrement du secteur. Oui, mais en prêtant plus facilement, avec des taux plus intéressants. Effectivement. Mais aujourd'hui, je pense qu'au-delà de prêter aux promoteurs, il faudrait penser d'abord à l'acquéreur. Parce que si un acquéreur qui a un pouvoir d'achat, c'est lui qui est à la tête de la pyramide. C'est lui qui va tirer tout le monde vers le haut. Parce que, d'ailleurs, même les professionnels de l'immobilier l'ont compris. Ils se sont tellement entendus dire qu'ils bénéficiaient de niches fiscales et tout, qu'ils ont compris, qu'ils ont changé de fusil d'épaule. Et aujourd'hui, eux-mêmes réclament que s'il y a aide, s'il y a incitation, il faut qu'elle ait au particulier à l'acquéreur. Que la demande. Parce que de toute façon, s'il achète, ça va leur profiter, il va y avoir un effet. Mais là c'est une question compliquée, la demande. Là, on parle de politique publique, on parle de stratégie, de modèle de développement. Là, c'est du long terme. On ne peut pas décréter une augmentation de la demande dans un horizon temporel d'1 an. Non. À moins d'avoir une inflation et une hyperinflation. On peut effectivement doubler le salaire de tout le monde, mais les prix vont doubler proportionnellement. Ça va doubler, effectivement. Donc là, c'est une donnée rigide avec laquelle il faut composer. Il y a une contraction de la demande au Maroc. Elle va augmenter davantage. On parle même d'un prix de l'essence qui va atteindre 20 dirhams prochainement. Ouais. Donc là, on n'a pas beaucoup de marge. On n'a pas beaucoup de marge. Il ne faut pas oublier qu'on parle de l'immobilier, mais pas que l'immobilier au Maroc. Il y a plusieurs autres secteurs qui sont en crise, qui sont en demande d'aide publique. Bon, aujourd'hui, l'ampleur de la crise est telle que tout le monde se tourne vers qui ? Vers l'autorité, vers l'État. L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Finance par les impôts, par les... Voilà, mais aujourd'hui, ça fait quand même 9 mois, il y a un nouveau gouvernement, et les gens, les professionnels, tout le monde est en attente de quelque chose. Parce qu'il y avait beaucoup de promesses durant la campagne électorale en même temps. Il y avait beaucoup de promesses, mais je veux dire, au-delà des promesses, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Oui. Et ces problèmes-là, qui les prend en charge ? Je veux dire, qui aujourd'hui est venu avec un plan d'action ? Personne pour l'instant. Très peu. Qui a aujourd'hui élaboré une stratégie sortie de crise, parce que s'il y a un secteur qui a besoin de visibilité et de projection vers l'avenir, c'est vraiment le BTP. On ne peut pas continuer parce qu'aujourd'hui le logement social c'est fini, les 10 ans sont terminés, on ne sait pas par quoi il va être remplacé, ou est-ce qu'il va perdurer, est-ce qu'il va changer peut-être au niveau du prix. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Et ça fait quand même 9 mois que ça dure. Et sur ces 9 mois, il y a au moins 6 à 7 mois de crise aiguë. Et pour le moment, il n'y a personne. C'est-à-dire, il n'y a personne. On entend des choses, mais de façon factuelle, je ne peux pas vous dire que l'État a sorti tel et tel produit aujourd'hui et qu'ils sont défiscalisés. On parle du logement pour la classe moyenne, etc. Mais tout ça, c'est que des paroles et rien pour le moment de factuel. Or, c'est urgent. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Je vous dis, il y a des promoteurs qui ont réduit drastiquement la taille de leurs projets. Il y a des projets où il y a des ouvriers qui travaillent à mi-temps. Je veux dire, tout ça a un impact social. C'est un secteur qui emploie 1 million
de personnes. C'est pas rien, c'est 6% du PIB national. Dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est 30% des crédits de l'économie. Bon, on va continuer longtemps à jouer avec ces données. Peut-être que les banques devraient être les premières à interpeller le gouvernement. Effectivement, les banques, si le GBPM monte au créneau, il y aura certainement une oreille attentive. Parce que le risque que ça fait peser sur le secteur financier est réel. Donc il faut trouver vraiment une solution à ce secteur. Et peut-être que, comme vous dites, par le biais des banques, ça sera plus audible. D'autant plus qu'il y a un autre enjeu, enfin un autre risque pour les banques. Que quand on parle des taux fixes et variables, les gens qui ont contracté un taux fixe il y a 2 ans, avec un taux effectif global de 4,4% par exemple, et bien avec l'augmentation de l'inflation, si jamais elle devient de 7 ou de 8% au Maroc, et bien le taux réel et pas le taux nominal va être négatif en faveur de celui qui a contracté le crédit. Effectivement. Et donc la banque, elle se mettra à perdre. C'est-à-dire que je vais le rembourser et moins que ce qu'il m'a prêté. Effectivement. Donc à un certain moment, il doit veiller à ce qu'effectivement l'État fasse tout pour éviter que l'inflation ne déborde, mais sans pour autant toucher au taux directeur, ce qui serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe, effectivement, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut supporter une hausse des coûts, sachant déjà que la perspective de la hausse des prix des actifs, elle est à venir. On ne peut pas en plus rajouter un coût du crédit élevé. Moi, même à un moment donné, je me suis dit que les banques, on les taxe beaucoup de gagner beaucoup d'argent, de dégager trop de bénéfices, etc. Elles pourraient, dans un élan peut-être de solidarité, penser à un taux à 1%. Vous savez, aujourd'hui, on emprunte à 1%. Et l'empreinte à la banque centrale, de la monnaie centrale. Et toucher une cible aujourd'hui de primo-accédants, de primo-acquéreurs, qui a peut-être entre 20 et 30 ans. Des couples jeunes qui louent, qui ont les moyens de payer 2500, 3000, 3500 dirhams de loyer dans un appartement, qui pourraient la convertir en une traite mensuelle. Et là, effectivement, ça ouvrirait de nouvelles perspectives pour le secteur et ça permettrait de loger plusieurs centaines de milliers. Là, c'est beau, mais enfin, 1%, je ne crois pas que les banques le feront jamais. À moins d'un décret politique. Oui, à moins d'un décret politique. Ou bien, à la limite, au minimum, d'indexer le taux d'intérêt sur l'inflation. Oui. Enfin, comme ça, elles ne perdent pas et elles ne gagnent pas. C'est ça. Laisser juste une marge. Petite marge. Pour couvrir les frais du dossier. Pour couvrir les frais, mais ça serait dans un élan pour d'abord redonner un coup de fouet au secteur et toucher une frange de la population aujourd'hui qui a les moyens d'acheter, mais compte tenu d'un pouvoir d'achat quand même qui est limité, c'est vraiment à 1000 dirhams près, ne peut pas sauter le pas. Et puis la précarité de l'emploi. Je veux dire, je peux prendre le crédit le plus beau du monde, je n'ai pas la garantie de pouvoir garder mon emploi demain. On vit comme une période de crise où les chiffres d'affaires baissent de la plupart des PME, des entreprises. Et les employés sont menacés dans leur emploi. Tout à fait. Donc même les employés n'ont plus de visibilité pour se projeter dans un crédit de 20 ans ou de 25 ans. Tout à fait. Acheter aujourd'hui, c'est s'engager sur 15-20 ans. Alors qui peut garantir que dans 15-20 ans, bien sûr, on peut toujours, mais dans le privé, non. Voilà. Quand on est dans le privé, on peut toujours revendre ce bien. C'est pas interdit. Mais à perte, ça dépend. Non, à perte, c'est-à-dire que les intérêts, on les a remboursés pendant 2 ans, 3 ans. Oui. On rachète le principal qui reste, mais on a déjà payé des intérêts qu'on ne va pas... Peut-être qu'il faut contracter des prêts où on paye intérêt et capital de la même façon et pas parce que vous avez des prêts dégressifs. Voilà, donc vraiment, aujourd'hui, il y a encore beaucoup à attendre des pouvoirs publics parce qu'il n'y a que véritablement qui peuvent réguler, que ce soit au niveau des prix dont on a parlé tout à l'heure. La concurrence. Est-ce qu'elle est loyale, déloyale? Est-ce qu'il y a des lobbies? Est-ce que vous avez des gens qui créent cette inflation, sachant qu'il y a très certainement, il n'y a pas de doute, il y a une part d'import. Oui, mais voilà. Elle a bon dos, cette part, on lui attribue tout. Voilà, après, il y a une part qui n'est pas... Exactement, elle a bon dos, tout le monde vous colle ça sur... Ah mais ça y est, la guerre, l'Ukraine. C'est l'Ukraine. Maintenant, l'Ukraine, même pour les tomates, on vous dit c'est l'Ukraine. Donc, il faut à un moment donné trancher. Par rapport à la question, par rapport à la vente, est-ce qu'il faut vendre? Donc un particulier, en l'occurrence, un particulier veut vendre sa maison, voilà. Alors, quelqu'un qui souhaite vendre aujourd'hui, c'est un très bon moment pour vendre, sachant que généralement, quand on vend, c'est qu'on a habité quelques années chez soi, qu'on l'a amorti, qu'on est exonéré d'IR. Il faut attendre 5 ans, je crois. Alors, c'est 6 ans pour un logement normal, classique. Principal, résidentiel. Résidence principale, et 4 ans si c'est un logement social.
D'accord. Donc au bout de 4 ans, si vous habitez un logement social, vous pouvez vendre et ne pas payer Les 20%, je crois. d'hier, voilà, sur le profit immobilier. Et si c'est 6 ans, plus de 6 ans, pour autre catégorie de logement. Peut-être faut revoir également cette durée-là et la raccourcir un peu. Oui, ça peut également redynamiser le secteur. De 3 ans au lieu de 6. 3 ans au lieu de 6. Effectivement, il y a des mécanismes à faire jouer. Vous savez, en 2021, lorsque on sortait de la crise où tout le monde était enfermé chez soi, le législateur, les pouvoirs publics ont accordé 50% de rabais sur les droits d'enregistrement pour tous les logements à la vente, et exonération totale des droits d'enregistrement pour le logement social quand on l'achète, au niveau de l'acquisition. Ça a produit ses effets, ça a soutenu, alors ça a duré qu'un an, je pense de juin 2020 à juin 2021. Quand ça s'est arrêté, on a senti les conséquences, parce que les gens aussi ont l'habitude de fonctionner au coup de pouce. Oui. Il faut qu'il y ait une incitation fiscale, il faut qu'il y ait quelque un part petit avantage, une carotte, un avantage. Sinon, ils se disent c'est pas le moment. Hormis celui dont c'est le besoin impérieux de se loger et qui n'a pas le choix, il faut qu'il achète. Donc oui, si quelqu'un veut aujourd'hui vendre, c'est le bon moment, à condition d'acheter maintenant, ne pas attendre. D'accord, donc vendre et acheter. Acheter rapidement. Mais pourquoi vendre maintenant? Il y a quand même une contraction de la demande. Qui serait prêt aujourd'hui à... Moi, je serais aujourd'hui... Peut-être parce que le crédit est encore bas, le taux est intéressant. Non seulement le crédit est encore bas, mais un logement que vous avez habité plus de 6 ans ou 10 ans, vous pouvez le vendre à un prix intéressant. Plus compétitif que le neuf. Plus compétitif. Donc c'est le moment. Par rapport à ce qui est attendu, à ce qui est escompté par rapport au renchérissement des actifs dont on parle. Donc c'est le moment de faire jouer cet avantage. D'accord. Et de racheter tout de suite. Ne pas attendre, parce qu'on ne sait pas dans un an à quel prix on va acheter. Donc vendre et acheter maintenant. Quitte à racheter un logement de seconde main à nouveau, bien dans sûr, un autre endroit, mieux situé, autre chose. Tout à fait, tout à fait. D'avoir l'avantage à deux niveaux, au niveau de la vente et de l'achat. Absolument, absolument. D'accord. En tout cas, Amine Mennesi, merci infiniment. On gardera en tête l'idée que d'abord, il faut faire un bon diagnostic du problème, et donc il faut le conseil de la concurrence, mais également des autorités globalement, l'État, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour aider le secteur. Mais il faut également que les banques se joignent à cette lutte-là en vue de sauver un secteur dont elle dépend également en grande partie, comme vous l'avez très bien rappelé, puisque 30% des crédits octroyés par les banques... Ça ne laisse aucune marge de manœuvre à l'erreur. Tout à fait. C'est quelque chose d'extrêmement sensible. Tout à fait. Mais pour finir avec une touche positive, on dirait que quand même il y a des possibilités d'amortir le choc. Crise, il y aura crise, qu'on le veut ou non. Alors, mais on peut développer une résilience en mettant autour de la table les différents acteurs impliqués, dont l'État, les banques. Alors vous avez tout à fait raison, et c'est ma nature de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et pour ne pas verser dans la sinistrose, il y a au Maroc une véritable appétence, un véritable désir d'être propriétaire. Oui, ça c'est culturel. C'est culturel. En Allemagne, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, absolument. Toute leur vie. Absolument. En Allemagne, au Canada, etc., les gens louent toute leur vie, ils n'ont aucun problème. Après, il y a des plafonnements du prix de loyer en Allemagne par quartier où l'État intervient. Exactement. Il y a un rôle régulateur de l'État. On n'a pas beaucoup parlé de location, mais ça peut faire l'objet d'une autre... On vous réinvitera. Avec grand plaisir. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, le point positif, c'est que ce désir-là, il est omniprésent, malgré toutes ces contingences, malgré tous ces problèmes dont on parle. Aujourd'hui, tout le monde veut être propriétaire. Et ça, c'est un signe qui est de vitalité, positif. Et je pense qu'il faut continuer à tenir cette corde, parce que c'est elle la plus importante. Donc on dira que le problème n'est pas dans la demande, mais dans la solvabilité de la demande. Absolument. Et que la demande, elle est là, structurelle, culturelle. Elle est structurelle, il faut juste l'aider à redevenir solvable. Absolument. Il faut juste lui donner les bons produits, parce qu'il y a aussi un problème de produits. Par exemple, la classe moyenne ne trouve pas véritablement le produit qu'il lui faut. En termes de prix également, il va falloir... Donc une diversification des diversifier, prix, etc. Donner un petit coup de pouce pour soutenir la demande. Et tous les ingrédients sont là pour faire repartir la machine. Merci infiniment, c'est Amine Mennesi. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Urgence économique. On vous donne rendez-vous pour le lundi prochain à midi, comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous et faites bon usage de vos achats et de vos ventes de produits immobiliers grâce aux précieux conseils de Amine Mennesi. Merci. Au revoir.